Makonga Baïna Kezouzou a procédé à la présoutenance et a déclaré la thèse recevable telle que confirmée par le secrétaire général de la recherche en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'autorité de tutelle et par la loi régissant l'enseignement supérieur universitaire, autorisant la soutenance publique de la thèse du doctorat intitulée Modélisation et redynamisation de l'industrie et des bénisteries en République démocratique du Congo. En vue de l'octroi du titre de docteur à M. Makonga Baïna Kezouzou. C'est sur la mutation et redynamisation de l'industrie des bénisteries en République démocratique du Congo que la thèse de doctorat du chef des travaux Makonga Zozo s'est focalisée. En donnant la substance de son travail, le candidat fait savoir que cette réflexion était motivée par un constat malheureux du contraste d'un grand pays comme la RDC où 54% du territoire est couvert d'une des plus grandes et denses forêts du monde dotée d'une estimable essence de bois, mais dont le marché intérieur est inondé de meubles importés. De surcroît de mauvaise qualité avec des défauts de finition dus notamment à la non-qualification des artisans pour manque de structures de formation fiables en cette filière, ce qui entraîne la fuite considérable des capitaux. Une situation néfaste pour une économie extravertie comme celle de la RDC et la menace d'extinction de l'artisanat local en ébénisterie. Cela condamnera le pays de demeurer à jamais importateur de meubles en bois. Pour y remédier, le récipiendaire Makonga Baïna Kezouzou a souligné que l'étude propose ces modèles qui préconisent un schéma réaliste intégrant aussi bien des facteurs exogènes, des conditions préalables, des modalités d'implantation, de l'évaluation des risques encourus et des possibilités d'insertion, car l'heure des diversifications d'astuces a donc sonné. Notre travail, hormis l'introduction générale et la conclusion générale, était scindé en deux grandes parties. La première partie, le fondement théorique de l'étude, avec 3 chapitres. La deuxième partie, approche expérimentale, également avec 3 chapitres. Position du problème. Nous partirons du paradoxe d'un pays de 2 345 410 km² avec une forêt riche en essence de bois, 1 280 000 km², soit 54%, dont le marché est inondé de meubles importés, des surcroîts de très mauvaise qualité, fabriqués à base de copeaux, déchets et autres résidus du bois. Certains viennent même des pays désertiques, mais malheureusement très convoités au détriment des meubles locaux pourtant très endurants. Cette calamité favorise non seulement la fuite des capitaux d'une économie dualiste et extravertie, mais aussi elle menace l'artisanat local d'extinction. Ironie du sort, la République démocratique du Congo exporte des grumes à l'État brite qui rapporte des miettes au trésor public. C'est à peine 9 699 019,56 $, importation et exportation réunies, décembre 2022 à décembre 2023, alors qu'en les transformant localement avec valeur ajoutée, la maximisation des recettes serait garantie. Comme fondement théorique de notre étude, nous nous sommes inspirés de 3 principales théories, à savoir la théorie des avantages absolus, développée par Adam Smith, qui énonce que chaque nation devrait se spécialiser dans la production ou la fabrication des meubles sur lesquels, des biens sur lesquels il a des avantages absolus par rapport aux autres. À cet effet, nous estimons que pour ce qui concerne la production des meubles en bois, la République démocratique du Congo a effectivement les avantages par rapport à plusieurs autres pays, en commençant par l'abondance des matières premières, la grande forêt que nous venons de décrire, la main-d'œuvre qui est évaluée, vu la croissance démographique qui est de 82,16%, et le nombre de débouchés, vu aussi les agents économiques éligibles comme clients potentiels. Donc, en toute logique, la République démocratique du Congo ne devrait pas importer les meubles en bois, au contraire, il devait les produire et les commercialiser.
Deuxième théorie qui nous a inspiré, c'est la théorie d'avantage comparatif. Alors, cette théorie d'avantage comparatif développée par David Ricardo est allé au-delà. Il a estimé qu'on ne peut pas se limiter à aux avantages absolus, mais il faut voir à l'interne qu'est-ce qu'on peut, si on ne peut pas exploiter les potentialités qu'on a à l'interne et voir lesquels des biens on peut produire à moindre coût. C'est ainsi que nous, vu cette théorie, nous prenons déjà l'alternance. La République démocratique du Congo devrait déjà envisager à alterner, au lieu de rester figé sur l'exploitation minière, dont la fluctuation des prix des matières premières occasionne des perturbations du budget de l'État. Donc, il est grand temps qu'on puisse basculer dans l'industrie des bénisteries. Troisième théorie, c'est la théorie des chaînes de valeur. La théorie développée par Michael Porter. Porter, pour lui, il a développé les avantages concurrentiels. Ainsi, il prône le fait de créer et maintenir les performances supérieures. À cet effet, nous estimons qu'il est grand temps que la République démocratique du Congo, au lieu de subir la concurrence des meubles, nous devrions penser à cette théorie pour voir la transformation d'input en output qui seront commercialisés. Hormis les trois théories du commerce international que nous venons d'énumérer, nous avons exploité également deux stratégies. La première stratégie, c'est celle d'industrialisation par substitution aux importations. Comment substituer aux importations? C'est-à-dire la République démocratique du Congo, de par ses potentialités, devrait déjà produire les meubles locaux qui seront en Iran et qui correspondront aux préférences des consommateurs, et ce qui fera qu'on n'aura plus à importer, et par ricochet, il y aura la résorption de la fuite de capitaux qui est néfaste à notre économie. Deuxième stratégie, c'est celle d'industrialisation par promotion d'exportation. On doit promouvoir les exportations. On est déjà suffisamment avancé dans l'exploitation minière où on fait les exportations. Il faut maintenant envisager les surplus de l'industrie des bénisteries. En plus de ce qui sera consommé localement, les surplus devra être exportés pour que les ressources qui seront générées, les devises qui seront générées, puissent couvrir les besoins urgents ou les besoins indispensables d'importation de la République démocratique du Congo. Problématique de l'étude. Trois questions principales nous ont préoccupés. Cause d'une éventuelle contre-performance. Quel est l'apport de cette industrie à l'économie nationale? Quel modèle d'industrie peut-on préconiser en guise de perspective d'avenir? Comme hypothèse de départ, nous avons dit les causes d'une éventuelle contre-performance résulteraient de la persistance des cercles vicieux. Nous en avons dénombré deux. Les deux cercles vicieux. Le premier cercle vicieux oppose les consommateurs et les producteurs locaux. Les consommateurs ne veulent pas ou se détournent. La plupart d'entre eux se détournent des meubles locaux qu'ils ne veulent pas. Ils les accusent de mauvais aspects, mauvais design, défaut de finition. C'est ainsi qu'ils préfèrent acheter les meubles importés. De leur côté, les producteurs locaux estiment que si leurs meubles ne sont pas convoités, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'équiper. Et ils voudraient que les consommateurs achètent chez eux pour qu'ils aient, à travers ces ressources, qu'ils s'équipent. Or, les uns ne veulent pas acheter chez les autres et les autres ne peuvent pas produire parce que les uns n'achètent pas chez eux. Blocage et le cercle vicieux, nous avons eu à proposer comment briser ce premier cercle vicieux. Deuxième cercle vicieux, là, ça engage exclusivement les producteurs. Il faut qu'on se le dise. La majorité des producteurs de meubles, les meubles locaux, n'ont pas de qualification requise. C'est la menuiserie. La menuiserie, de surcroît la menuiserie et bénisterie, ça demande un maximum de ménicie. Donc on ne s'improvise pas menuisier. Alors, il faut être formé donc pour avoir la qualification. Mais pourquoi ils n'ont pas de qualification? C'est simplement parce qu'il n'y a pas de structure fiable pour les former. Pour votre information, la République démocratique du Congo n'a aucune institution supérieure en menuiserie et bénisterie. Donc, il n'y a pas de possibilité à ce que ces gens soient formés. Et pourquoi il n'y a pas d'institution supérieure? Mais c'est simplement parce qu'il n'y a pas de personnes qualifiées pour les animer. Et pourquoi il n'y a pas de personnes qualifiées pour les animer? C'est parce qu'il n'y a pas de structure pour les former. Cercle vicieux qu'il faut briser. Et nous avons proposé comment briser ce cercle vicieux. Deuxième question de la problématique, l'apport de cette industrie. En tout cas,
l'apport de cette industrie serait insignifiant, quasiment nul. Nous avons parlé de 9 millions, à peine 9 millions de dollars. Importation et exportation réunies, ça ne représente rien pour un budget le budget de la République démocratique du Congo. Et dernière question, quel modèle d'industrie préconisé en guise de perspective? Nous avons sanctionné cette étude par un modèle que nous allons présenter un peu plus loin. Cadre méthodologique. Nous avons utilisé l'approche mixte hybride, c'est-à-dire en fusionnant l'approche quantitative et l'approche qualitative. Les réalités du terrain nous l'ont exigé. Type d'échantillon, l'échantillon non probabiliste. Et quant au déroulement de l'enquête, nous avons misé sur la population cible de 3 514 811 agents économiques répartis entre 2 500 000 ménages, 14 687 entreprises publiques et privées, 124 ONG, 1 million de structures étatiques, ce qui fait ce total. De la taille de l'échantillon. Notre échantillon est de 220 individus, dont 60 sujets enquêtés sont des producteurs-distributeurs, 160 sujets enquêtés sont des consommateurs-acheteurs. Échantillon assez représentatif selon les critères des Deslanders. Discussion des résultats. L'échantillon étant stratifié, les résultats étaient obtenus en croisant quelques variables, notamment les variables de sexe, âge et autres, à l'aide du logiciel SPSS et les tests de Ki-carré, ayant comme hypothèse ainsi formulée. Première hypothèse, hypothèse nulle. Ça y est, là, nous estimons que les probabilités sont supérieures à 5%, donc les deux variables ne sont pas en relation, donc il y a indépendance. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse alternative. Lorsque les probabilités sont inférieures à 5%, là, on a estimé que les deux variables sont en relation, donc il y a dépendance. Faudra-t-il ajouter qu'au-delà de ces deux outils statistiques et mathématiques, nous avons exploité aussi les indices de prix des meubles. Certains meubles que nous avons pris pour modèle type et les meubles pour échantillon. Il y a aussi les estimations des recettes à réaliser si cette industrie venait à net, comme le démontrent les deux tableaux que nous avons présentés. Premier tableau sur les 84 qui comptent notre étude, il est relatif au calcul des prix de vente des meubles, modèle type, en francs congolais et en dollars. Ici, nous avons pris les meubles modèle type, les meubles que nous avons estimés comme étant les plus importants dans n'importe quelle maison modèle, quelque modeste soit-elle. Il s'agit ici notamment des portes, des tables, lits, chaises, garde-robe, placards, ainsi de suite. Parce que je n'imagine pas une maison qui n'aura pas de porte. Et avec tout ce que nous avons comme chantier à travers la République démocratique du Congo et la ville de Kinshasa, rassurez-vous que tous ces chantiers auront besoin au moins d'une porte. Mais rassurez-vous encore que toutes ces portes-là viendront de l'étranger, ce qui est dommage pour notre économie. Deuxième tableau. Le deuxième tableau, il est relatif aux estimations des recettes. Nous avons essayé de faire les simulations pour évaluer quelles seraient les recettes si cette industrie venait à net. Et les recettes, nous les avons fait en 3 paliers. Donc le premier scénario, c'est le scénario des recettes minimales, les moindres recettes que nous puissions réaliser avec cette industrie. Et là, ces recettes ont été calculées ou ont été évaluées en prenant rien qu'une catégorie d'agents économiques, notamment les ménages. Alors, si nous prenons 2 500 000 ménages et que nous estimons que chacun de ces ménages puisse se procurer ne serait-ce qu'un meuble qui coûte 100, 200 dollars, or nous savons que dans une maison, si on achète une porte ou 2 portes, il y en aura 3, 4 et on peut aller au lit, à une table, donc nous pouvons arriver facilement pour un ménage à 1000 dollars. Et si nous prenons la moyenne de 1000 dollars par ménage sur les 2 500 000, et nous avons facilement les gains, donc nous avons facilement les recettes évaluées à 2 milliards 495 millions 695 000 dollars américains. Deuxième scénario, c'est le scénario moyen. Nous avons dit, nous ne limitons pas rien qu'aux ménages, nous sommes allés aussi aux autres agents économiques, notamment les entreprises et l'État congolais. Et nous savons combien d'entreprises il y en a.
et les entreprises, quand elles achètent. Et le nombre d'entreprises qui achètent, donc, et l'État congolais qui achète aussi en grand nombre, nous sommes arrivés aux évaluations des recettes, aux estimations de 10 milliards 520 millions 192 709,24. Et le dernier scénario, c'est ce que nous avons appelé le scénario catastrophe. C'est là où nous constatons le manque à gagner, parce qu'il faudrait que nous sommes conséquents. Les meubles que nous vendons ou que nous achetons ne coûtent pas 100 $. Il y en a qui coûtent 100 $, il y en a qui coûtent 200 $, mais nous savons qu'il y a des meubles qui peuvent coûter 1000 $, 2000 $, même au-delà. Alors, si une structure peut acheter un meuble de 2000, 3000 $ et qu'il lui en faut 3, 4, 5 dans un bureau, donc nous sommes déjà dans la dizaine de milliers de dollars. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés. Et pour preuve d'ailleurs, je peux vous dire, même là où je suis, apparemment là où je suis sur un meuble importé. Donc c'est de ça que nous parlons. Donc, et nous sommes arrivés à combien? À 17 milliards 964 millions 286 610 $ de manque à gagner. Parce que tous ces meubles-ci, quand ils sont achetés, les recettes rentrent d'où les meubles viennent. Donc un manque à gagner. Et on se demande, qu'est-ce qu'on ne ferait pas dans une économie avec 17 milliards qui se volatilisent comme ceci? Et nous avons envisagé, on ne se contenterait pas seulement d'identifier les problèmes, c'est ainsi que nous avons proposé notre modèle. Le modèle ainsi présenté, c'est le modèle, ce modèle-là est basé sur 4 axes principaux, dont les premiers axes, ce sont les facteurs exogènes. Qu'est-ce qu'on entend par facteurs exogènes? Ce sont les événements qui peuvent perturber la production ou l'activité d'une entreprise. Et ici, nous en avons dénombré 4. Les premiers, ce sont les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles, nous entendons ici, par exemple, les éboulements, les inondations, les incendies et autres. Deuxième, ce sont les crises économiques. La situation de Covid-19 est assez encore ancrée dans nos mémoires. Et il y a en troisième, les tensions politico-sécuritaires. La situation de l'Est du pays est assez éloquente pour comprendre que la tension politico-sécuritaire peut perturber les activités. Et enfin, il y a la concurrence déloyale. Par concurrence déloyale, nous prenons les mêmes meubles ici qui sont conçus à base de copeaux, à base de déchets, à base de résidus de bois et qui viennent faire concurrence à nos meubles ici qui sont conçus à base de bois massifs qui sont endurants. Deuxième axe d'analyse, nous avons pris le processus d'implantation. Ça ne sert à rien de parler seulement de l'implantation, mais comment nous allons implanter. Et là, vu la sensibilité de cet aspect, nous avons préféré présenter ça sous une forme schématique et nous allons présenter juste après d'autres éléments ici. Troisième axe d'analyse, c'est l'évaluation des variables. Alors nous avons eu à évaluer financièrement, économiquement, et on a évalué les risques, on a évalué aussi les charges à couvrir, et également nous avons évalué les gains éventuels. Et pour terminer avec les axes, le quatrième axe, c'est la possibilité d'insertion. Bien sûr, nous concevons un modèle, mais comment nous allons l'insérer? C'est ainsi que nous avons levé deux options. La première option, cette industrie peut être intégrée dans les nouveaux systèmes avec les zones économiques spéciales qui sont en train d'être montées, et plus particulièrement la zone économique Kinimalebo, qui sera spécialisée dans la transformation du bois. La zone économique Kinimalebo est la mieux placée pour intégrer notre modèle ici. Deuxième option, parce que nous disons que quelles que soient les richesses qu'auront les artisans, ils ne sauront rien faire s'ils ne sont pas formés. Et comme il n'y a pas d'institution, il va falloir envisager, enrichir ou bien faire des réformes sur le système éducatif, notamment en ce qui concerne la filière des bois. Nous avons promis de revenir sur les processus d'implantation. Alors, les processus d'implantation, comment nous allons implanter? L'implantation va d'abord tenir compte de certains préalables, notamment, on ne peut pas implanter n'importe où, mais il faut d'abord qu'il y ait la proximité des matières premières, la proximité des main-d'œuvre, la proximité des débouchés, les sources d'énergie et les voies de communication pour s'approvisionner en matières premières ou évacuer les produits finis vers les lieux de consommation. Et à cela s'ajoutent notamment les bureaux d'études pour concevoir les produits,
Vient ensuite les bureaux méthodes pour préparer la fabrication. Il s'en suivra les bureaux ordonnancement pour organiser la fabrication dans le temps, pour éviter que la livraison ne se fasse en retard. Et nous avons aussi les bureaux lancement. Et dès que les bureaux lancement donnent le go, immédiatement viendront les ateliers de production. Et après les ateliers de production, les ateliers de production vont fabriquer les meubles selon les plans conçus en amont. Et nous avons envisagé aussi la cartographie. Comment nous allons implanter cette industrie. Et nous avons pensé l'implanter dans 5 zones. Et les zones sont ainsi. La première zone, nous avons pensé à la première zone, c'est la zone nord-est en rouge, avec la ville de Kisangani et ses périphéries comme centre. La zone nord-ouest en bleu, avec la ville de Mbandaka et périphérie. La zone centre en noir, avec Kindu et ses périphéries comme centre. Et la zone sud-est en jaune, avec la ville de Lubumbashi et ses périphéries. Et enfin, la zone sud-est avec la ville de Kinshasa et ses périphéries. L'importation des meubles en bois qui menacent dangereusement l'artisanat local d'extinction. Diversifier l'économie figée sur les ressources minières, cuivre, cobalt, coltan, dont la fluctuation des prix des matières premières affecte les prévisions budgétaires. Objectifs spécifiques. Nous avons envisagé la création d'industries locales de substitution aux importations et d'industries locales de promotion des exportations de meubles locaux. Initier de profondes réformes du programme de la filière de menuiserie et bénisterie et créer des meubles, des meilleures structures de formation du genre ISPT menuiserie et bénisterie ou haute école de menuiserie et bénisterie. Et enfin, comme objectif opérationnel, nous avons pensé organiser les salons de meubles accessibles pour plus de visibilité et déterminer une journée dédiée aux ébénistes du Congo. Et enfin, ce qui est beaucoup plus important, là où il faut se battre, c'est inciter l'État congolais à équiper ces bâtiments rien qu'avec les meubles locaux, ce qui sera avantageux pour nos structures. Et d'ouvrir la voie à la création d'une première haute école de la République démocratique du Congo en menuiserie et à l'avènement d'une industrie de bénisterie moderne et compétitive. En définitive, nous sollicitons votre indulgence pour les erreurs que contient ce travail, qui n'est qu'une œuvre humaine, car seules les œuvres divines sont parfaites. Et d'ailleurs, dans sa perfection, Dieu a déjà honoré les métiers de menuiserie. Illustration. Pour sauver Noé du déluge, il lui ordonna de construire l'arche. L'arche, c'était la première œuvre grandiose de menuiserie charpenterie. Pour sauver l'humanité du péché, Dieu, encore lui, il envoya Jésus aller naître chez Joseph. Joseph, c'était un artiste, menuisier, charpentier. Il ne l'a pas envoyé aller naître chez les chefs de travaux que je suis, mais il l'a envoyé aller naître chez les menuisiers que je suis. Et pour sauver l'économie de la République démocratique du Congo, Dieu dota ce pays d'une grande forêt. Il ne reste plus qu'à appliquer les modèles que nous venons de vous proposer et le miracle se produira. Telle est la substance de notre étude et nous vous en remercions. Nous allons commencer par le professeur Bitouma, qui sera suivi par le professeur Mata. Moi-même, je interviendrai en troisième position. En quatrième position, nous avons le professeur Taoussou et en dernière position, le professeur Ekina. Je vais inviter chaque membre du jury à gérer plus ou moins 15 minutes entre les questions, observations et tous les échanges avec le candidat. Merci beaucoup, éminent professeur, président du jury. Moi, je vous demande de faire 5 minutes qui sont vraiment suffisantes pour moi. Je pense que nous avons eu des échanges de culture avec les débutants. Discussion, toutes les questions qu'il y avait comme préoccupation, nous avons eu des entrepreneurs et puis des solutionner. Voilà pourquoi je voulais peut-être poser une seule question. Alors, je commence d'abord par féliciter le candidat
parce qu'il prétend obtenir après notre sentence le diplôme de docteur en sciences économiques et gestion. Il dit docteur, il est détenteur de la doctrine. Lors de sa présentation, il a énuméré les fondements économiques ou les doctrines ou les paradigmes économiques sur lesquels les cours sont étudiés. Donc là, de ce côté, je suis vraiment d'accord. Maintenant, voici ma seule question, et j'explique d'abord les contextes. Vous avez exigé un comportement, c'est-à-dire sous forme de paradoxe entre l'artisanat local et les consommateurs dans le marché des ministères. On est cassé de ces comportements certes vicieux. Et par rapport à cela, vous avez estimé que les modèles que vous avez mis en place pourraient être la solution à ces problèmes pour briser ces cercles vicieux. Et puis, ces implications sont facteurs déterminants de ces modèles, vous les avez énumérés lors de la présentation, le nouvel monde de fonctionnement. Voici maintenant ma question. On dit qu'on n'invente plus la roue parce que la roue a déjà été inventée. Et vous ne pouvez pas prétendre être tout prêt à avoir réfléchi par rapport à cette problématique. Quelle est maintenant la particularité de votre réflexion par rapport aux autres face à ces problèmes? Ça, c'est la première question. Et quelles sont les limites de votre modèle? Si je l'ai retenu, quelle est la particularité de notre réflexion par rapport aux autres? La deuxième question, quelles sont les limites de notre étude de manière productive? Je commence par la deuxième question. Dans le pays, nous avons réussi notre étude, comme nous l'avons pris, de 2005 à 2023. Et les faiblesses de notre modèle, je vais vous envoyer à notre texte. Vous allez découvrir, parce que nous avons mis à élaborer tout un tableau, et le modèle avec approche forme. Cette approche forme, pour FFOM, nous avons non seulement parlé des faiblesses, mais nous avons commencé d'abord par parler des forces, des faiblesses, aussi bien d'opportunités et de menaces. Alors, si vous allez à la page 226, vous verrez c'est donc je suis en train de pouvoir expliquer ici. Quelles sont les faiblesses? On a dit il y a l'inexistence d'une industrie fiable dans le secteur agricole démocratique du Congo. Même les rares qui restent manquent d'outils appropriés. Alors là, nous allons rentrer immédiatement. Quand nous nous sommes entretenus avec les artisans, vous allez prendre compte que non seulement qu'ils n'ont pas de connaissances, mais ils n'ont pas d'outils. Même les machines qu'ils utilisent, ce sont des machines dépassées. Alors, à travers ces éléments-là, peut-être que quelle que soit la volonté qu'on a, on ne sera pas produit de même qualité parce qu'on n'a pas les moyens, bien qu'on ait la matière première. Ça peut constituer des limites. Il y a les manques des capitaux. Les manques des capitaux peuvent constituer aussi des limites. Ils se plaignent, ils disent s'ils ne savent pas produire les mêmes de qualité, simplement parce qu'ils n'ont pas de capitaux. Et au lieu d'aller voir l'État, et ils disent même si l'État ne nous donnait pas, mais nous ferions mieux, les consommateurs feraient bien acheter chez nous. Si les consommateurs achètent nos produits, nous pouvons avoir des droits payés légalement. Donc, les déficits de formation. Donc, si je peux me limiter à ces quatre éléments, ça constitue la faiblesse, c'est qui peut faire les limites de notre modèle. Donc, vous savez qu'il y a une particularité. À notre particularité, d'abord, je tiens à préciser ici que je ne me demande pas d'avoir préparé ce texte. J'ai l'avantage d'avoir préparé ce texte simplement parce que j'ai commencé par la menuiserie. La menuiserie que j'ai eu à faire. Si le coup, après la menuiserie, après les études fonctionnelles en menuiserie et menuiserie, et j'ai fait des études que nous connaissons tous ici. Alors, en joignant les deux savoirs ou les deux connaissances, c'est ce qui a fait qu'il y ait cette particularité-là.
en sciences et produits pour faire en sorte que cette symbiose-là puisse produire quelque chose qu'il ne faut pas comparer à quelqu'un d'autre ou aux autres, parce que les miens sont liés, les miens, c'est un modèle particulier. Le modèle, il est conçu, c'est bien parce que les parlons de l'industrie des séries en République démocratique du Congo, mais les éléments que nous avons eu à apporter sont applicables à n'importe quel autre environnement. Alors cette différence est ici chez nous, nous avons les particuliers. Si tout ce que nous avons pris pour facteurs exogènes, ça peut ne pas se trouver dans d'autres activités. Si tout quand on parle, je parle de la situation de l'Est. Dans d'autres déchets, les industries sont là, elles sont stables. C'est par la configuration, les contextes de la République démocratique peut faire que ce que nous proposons ici soit beaucoup plus particulier, alors qu'ailleurs, parce qu'on parle de voies d'évacuation, où on va évacuer. Nous avons parlé de ça comme préalable. On va évacuer les meubles où parce qu'il n'y a pas de meubles. Or, à notre échelle, ces modèles fait passer sans cette contrainte-là, les voies d'évacuation parce qu'il y a. Ce qui fait que nous avons circonscrit certains éléments que nous avons eu à apporter en tenant compte des particularités de la République démocratique du Congo. Encore une fois, j'ai essayé de faire un effort pour rencontrer le professeur. Vous savez, c'est difficile d'atteindre un professeur ordinaire. Quand un professeur ordinaire est au sommet, on fait un effort pour essayer de monter. Voilà. C'est pas ça, je vous savais. Voilà, je vais accorder la parole à M. le professeur ordinaire de ce matin. Je vais commencer par féliciter M. Makonga pour son travail. On a suivi un peu l'évolution depuis la première mesure que vous avez présentée. Il a eu cette capacité de tenir compte des grandes dispositions, des grandes le travail dans ce stade, est assez potable, si je puis dire. Je vais quand même revenir sur quelques remarques. D'abord par rapport à la forme. Bon, c'est plus ou moins bien présenté, sauf qu'il y a quelques petits soucis. Peut-être dans la version finale ou dans la publication vidéo, il faudra peut-être en tenir compte. Si je reviens un peu à la bibliographie, en présence, il faut différencier les différentes rubriques. Vous mettez tout ensemble là. Les ouvrages, les articles, les rapports, la bibliographie. Si je veux numéroter les références, en annexe, là, quand vous mettez les photos, il faut être un peu plus précis. Bien, je vais me l'exposer, mais c'est en quelle année, la date, tout ça. Bon, c'est bien d'arriver de convaincre nos dates anciennes en analysant les fondements théoriques, et notamment l'apport de Michael Ford, qui est important, n'est-ce pas, dans ces domaines, dans l'échelle des valeurs. Et vous savez aussi, à considérer ce travail. aborder l'approche théorique, ce qui est aussi important, l'industrialisation par substitution aux importations, l'industrialisation par promotion des exportations, c'est bien. Mais au-delà de ça, moi je pense que la production n'était même pas toujours claire. Toutes les théories sont orientées vers l'extérieur. La première théorie. Je pense pour ma part, il faut aussi insister sur cette production qui est liée au marché interne. Parce que les artisans, les ébénistes, en fait, ils ne sont pas en première position pour exporter les artistes, pour les consommer sur place. Donc, d'un point de vue théorique, il fallait aussi avoir des supports théoriques qui insistent sur l'allocation des ressources pour les marchés internes. Voilà un peu. C'est comme ça. C'est là, toutes les théories qui se rencontrent en fait la dégradation de l'économie orientée vers l'extérieur, produit pour le marché interne. Voilà un peu ce qu'il faudra peut-être faire plus tard pour affiner un peu l'analyse. Alors, l'autre aspect aussi, parler de l'industrie, c'est du impôt. Mais en réalité, c'est l'artisan
fonctionne sur le marché informel. N'est pas les ministres sur le marché informel. Alors c'est qu'il faudra aussi peut-être plus tard renforcer les assises théoriques par rapport à la formalisation du secteur informel. Donc ça va aussi d'abord important, formalisation du secteur informel. Et qu'est-ce qui fait que les produits en question ne peuvent fabriquer ne sont pas assez acceptés par les consommateurs locaux. La qualité du produit, améliorer la qualité du produit, c'est-à-dire rendre ces produits concurrentiels par rapport aux produits importés. Quelles sont les stratégies à mettre en place à court terme, à moyen terme et à long terme pour assurer justement la promotion des pédisteries et favoriser sa contribution à la croissance économique en RDC. Est-ce qu'il faut formaliser ce qui par exemple est informel? Et enfin, une dernière question. Vous avez étudié des outils quantitatifs, hein? Bon, donc c'est plus la statistique descriptive là. Ok? Vous avez fait l'approche quantitative. Alors maintenant, vous avez utilisé en l'occurrence la méthode I2. Ok? Donc vous avez maintenant expliqué concrètement ce que vous avez trouvé par rapport à cette méthode, la contribution de ces secteurs à l'économie. Et quels sont les outils pour faire la prévision? Est-ce que ces méthodes utilisées pour permettre de faire des prévisions à long terme? Je pense ne pas avoir abusé de votre temps, monsieur le président du bureau. Je vais tenter de répondre à sa première question. Quelles sont les stratégies à mettre en place à court terme, à moyen terme et à long terme? Parce qu'ici, nous avons évoqué deux stratégies. Et si nous les analysons bien, nous finissons par nous rendre compte qu'il y a un problème qui se pose beaucoup plus au niveau de la qualité de cette table-là. Si le même dégât de bonne qualité, on ne le sait pas. C'est quelque chose que... S'il y a des problèmes, c'est pas les consommateurs ne veulent pas. Je pense qu'il faut que ces mêmes ne sont pas, ne répondent pas à leurs préférences. Alors comment faire pour que cela soit résolu? C'est ce qui est dans notre travail. Je ne serai plus pour renvoyer dans une débat de l'électricité. Nous avons fait des perspectives aussi bien à court terme, à moyen terme et à long terme. D'abord à court terme. Nous avons estimé que la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est de former d'abord ceux qui sont dans cette activité. Parce qu'il faut les reconnaître, la majorité de ceux qui sont dans l'industrie de l'industrie, ce sont des autodidactes. Ils n'ont aucune formation. Mais comment il faut faire le niveau produit? C'est ainsi que nous avons, à court terme, nous devons envisager, prendre tous ces prestataires-là, faire en sorte qu'ils subissent les séminaires ou les formations de mise à niveau. Parce que la mise à niveau, ça prend 3-6 mois. En l'aide de cas d'outils, et même si on a donné des outils, s'ils ne sont pas formés, tant qu'à celle qui les produiront. D'où la nécessité, dans cette présidence, de les former. Ça, c'est à court terme. Et je peux même prendre un exemple. Nous avons les gens, par exemple, des services nationaux. Les services nationaux, ils produisent eux-mêmes. Nous en avons ici. Mais en tant que novices, on peut dire que ce sont les problèmes. Mais en tant que professionnels de menuiserie, on trouve que ce ne sont pas des mêmes qualités. Pourquoi ce ne sont pas des mêmes qualités? C'est simplement parce qu'ils les ont fait selon eux. Et on ne peut pas être en droit parce que c'est ce qu'ils connaissent. Or, quand on va davantage les former, ils feront les mêmes qui seront combattés et qui résulteront
les problèmes qu'il y a. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, nous avons dit ici que nous avons un souci. Pourquoi il n'y a pas de personnes qualifiées? Il n'y a pas de personnes qualifiées parce qu'il n'y a pas de structures de formation. Faudra-t-il maintenant concevoir? Et quand je parlais des moyens termes, moi j'ai estimé qu'on peut déjà envisager de mettre en place des structures, une institution supérieure en menuiserie et bénisterie, qui en 3 ans peut déjà produire les premiers licenciés. Comment ils vont produire les premiers licenciés? D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, aujourd'hui nous avons des instituts secondaires ou techniques qui produisent des diplômes d'État en tant que scientifique. Permettez-moi de vous dire que ces diplômes ne sont pas valables. Pourquoi ces diplômes ne sont pas valables? Parce qu'il est dit, les prescrits, il peut enseigner au secondaire que celui qui a un diplôme de gradué, ou de licencié, ou de régent, très bien. Mais quand nous avons aux instituts secondaires, là où ils produisent, les instituts techniques qui produisent, on donne des diplômes d'État. Qui enseigne là-bas? Ceux qui enseignent, ils ont quelle qualification? Vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont aucune qualification. Ils vont dire que les gens viennent de l'ISTAD, oui, ceux qui viennent de l'ISTAD, ils donnent des cours d'information. Mais qui donne les cours d'information? Les cours d'information sont donnés par les mêmes jeunes gens qui terminent un diplômé d'État qui a brillé, on le prend, il commence, on ne peut pas enseigner au même niveau qu'on a été enseigné. Donc ces jeunes gens ne peuvent pas logiquement. Mais ici, le problème, c'est pas est-ce qu'on a dit qu'on le commande, qu'on le regarde? Apparemment, non. Les mâles, ce n'est pas les problèmes, mais les mâles, c'est les touchés après la Chine. Nous devons faire en sorte que ces institutions-là s'élèvent à travers l'institut. J'ai même payé la place déjà en fait pour qu'on envisage déjà créer une haute école en menuiserie et bénisterie qui fera que les gens seront formés. Et après avoir été formés, et vous allez voir que ça produira déjà des licenciés, ou bien même des licenciés du moins LMD, et ces licenciés seront éligibles pour la formation des diplômes d'État, parce qu'ils seront formés. Donc, ça va résoudre à la fois et le problème des formations, et le problème des capacités de production. Par contre, qu'est-ce que nous envisageons? Nous envisageons que cette industrie, l'industrie que nous préconisons, ne doit pas se contenter seulement des produits pour la production locale. Et pourquoi nous avons parlé de la production locale? C'est parce que nous sommes en train d'organiser sur la résorption de la fuite des capitaux. 17 milliards. À l'occasion, j'ai profité pour essayer de survoler la question la dernière. On dit qu'est-ce que nous avons fait comme comment nous sommes arrivés à faire des prévisions. Scientifiquement, nous avons présenté cette théorie. Mais il y a aussi, nous avons dit ce que nous avons fait comme des estimations et les faits réels. Alors, en long terme, l'industrie que nous préconisons ici sera à mesure de produire les mêmes de qualité. Et quand ça produira les mêmes de qualité, il y aura à la fois au niveau interne, les problèmes seront résolus, et au niveau externe, ça peut nous permettre d'acquérir des bénéfices. Ça, c'est pour la première question. J'ai fait un effort pour rencontrer votre préoccupation éminente. Faut-il formaliser le secteur informel? Ici, je dois avoir déjà, dans mon introduction, je dois avoir dit l'économie congolaise, elle est à la fois réaliste et extravertie. Quand nous disons qu'elle est dualiste, c'est-à-dire qu'elle est à la fois formelle et informelle. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas passer par des choses. Donc, prenons un exemple. Aujourd'hui, vous demandez à cette maman qui passe. Nous, il faut aller payer, avant de vendre, il faut aller payer des taxes. Et cette maman-là, on comprendra pour le fait. C'est-à-dire que au moment où il y a la paix, on ne peut pas dissocier à ces jours-là, le contexte actuel de la démocratie du Congo, on ne peut pas dissocier les formels à l'informel. Mais ce qu'on peut faire, c'est quoi? Essayer d'améliorer. Et on va améliorer en faisant quoi? Améliorer en faisant ce que nous avons eu à proposer ici. Intégrer cette industrie aussi bien dans les zones économiques. D'ailleurs, vous avez le mérite de m'avoir constaté, c'est ce que j'ai même dit, le travail est enrichi notamment parce que la zone économique, quand on parle de la zone économique qui c'est de par les orientations que vous avez faites et nous sommes arrivés à nous rendre compte qu'on peut formaliser l'informel, tout comme on peut laisser l'informel évoluer, parce que ça marche de pair avec, parce que ça prendrait du temps
pour chercher à formaliser tout ce qui est informel pour que nous prétendions atteindre le but. Et pour terminer, la dernière session, c'est ce qui est de explicatif. Comment nous en sommes arrivés là? Quand j'ai parlé des résultats, en parlant des résultats, il y a eu, nous avons dit que nous sommes inspirés d'abord d'un échantillon. Notre échantillon étant certifié, il y a eu d'une part les producteurs et d'autre part les consommateurs. Et ces producteurs et consommateurs, et nous avons essayé de faire à travers des variables sexe, à travers des variables âge et à travers d'autres variables, nous avons essayé de les confronter, ce qui a fait que les probabilités que nous avons eues nous ont amenés à présenter les résultats que nous avons hier. C'est-à-dire quand les probabilités sont supérieures, comme je dis, supérieures en croisant les variables, et que nous nous rendons compte que les probabilités sont supérieures à 5%, là nous avons estimé que les variables là, il y a indépendance. Et quand nous nous rendons compte qu'en croisant les variables, par exemple, variable de sexe, il y a des variables de production, et quand nous voyons que les probabilités sont inférieures à 5%, et nous estimons qu'il n'y a pas de corrélation, donc il y a. C'est ainsi que nous avons, à travers ces études qui nous sommes arrivés à dégager les résultats que nous avons dégagés. Et nous avons un chiffre de venir, et nous ne sommes pas limités là. Au-delà de ces études, nous sommes allés aussi aux chiffres les chiffres qui sont diseurs, notamment quand on dit les meubles qui sont achetés. Les meubles sont achetés, et c'est connu que les meubles sont achetés, et qu'on s'est dit qu'on peut faire des projections, on dit si l'arrivée de tel groupe d'individus acheter ou tel agent économique acheter tel meuble, on peut évaluer, on peut arriver à tel chiffre. Voilà en substance, éminent professeur, les quelques petites réponses que je peux donner à vos préoccupations, tout en sachant que je suis en votre service. Il n'y a pas de nouvelles prières, il y a de nouvelles prières. Si on demande à Dieu quelque chose, il n'y a pas de nouvelles prières. Il n'y a pas de nouvelles réponses non plus. Vous avez fait de votre mieux, c'est l'essentiel. Bien, nous allons assumer momentanément la présidence de permettre. Mais nous accordons la parole au professeur Manu pour son intervention. Observation et question. Merci. Je vais commencer par féliciter le doctorant Makonga pour sa production scientifique. Je sais que derrière cette production, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie dépensée. Alors je vais quand même vous faire quelques petites observations avant de vous poser deux questions. Première observation, je suis à la page 116. Au niveau de cette page-là, je crois que vous nous donnez le taux de change indicatif. Mais quand je suis en 2023 particulièrement, je vois que le taux de change est de 4700 francs congolais le dollar. Pour ça, il faut revoir ça. À la page 199, ça c'est au niveau de la référence. Au bas de la page, vous avez mis l'auteur mais sans indiquer l'ouvrage. Vous avez juste mis Eguina, mais sans indiquer le titre de son ouvrage. En plus de cela, c'est que souvent vous avez utilisé comme référence des moteurs de recherche, Google ou Wikipédia, mais sans donner de détails. Je pense qu'il faut revoir cela. Donc il faut donner tout l'URL, donc tous les détails possibles pour qu'on puisse arriver directement à la référence citée. Voilà. J'aurais fini avec le livre d'observation. Alors, ma première question, je reviens un peu sur votre modèle. En fait, vous avez identifié 4 axes d'analyse du modèle, mais j'aimerais savoir quel est l'objectif visé dans l'élaboration du modèle. Qu'est-ce que vous visez en réalité? Et en plus de cela, quels sont les axes sur lesquels il faut insister pour pouvoir redynamiser le secteur? Alors, la deuxième question,
Moi, je reviens un peu à la question du professeur ordinaire ce matin. J'aimerais, au fait, que vous puissiez nous dire quelle est la contribution effective du secteur de l'université dans la qualité. Et par la suite, essayer d'estimer la contribution potentielle de ce même secteur. Voilà mes quelques petites préoccupations. Je l'avons dit bien avant. Il y a d'abord le paradoxe d'un pays que nous avons décrit avec ce qu'il y a comme potentialité, mais qui s'est vécu à importer le meuble. Et en important le meuble, il y a un manque à gagner considérable et une menace certaine de l'extinction de l'industrie de l'industrie locale. Alors, à travers notre étude, comme je venais de le dire, nous avons estimé que nous devons faire quelque chose pour que cela s'arrête. Parce que si vous voyez, quand nous sommes arrivés jusqu'à 17 milliards, si notre économie doit continuer de manière permanente à faire sortir autant d'argent, ça va poser problème. D'où la nécessité pour nous, à travers notre modèle, de concevoir quelque chose qui pourrait faire que cela s'arrête. On aura produit localement et ensuite il y aura la fuite des capitaux qui sera résolvée. Bref, nous visions quoi? Rentabiliser, donc redynamiser l'industrie au niveau local, parce que l'industrie, il n'est pas dit que l'industrie n'existe pas. Elle existe, mais telle qu'elle existe. Mais à travers notre modèle ici, nous l'avons conçu pour qu'il soit potable. C'est-à-dire n'importe où, ou n'importe qui en a la volonté, peut s'inspirer de ces modèles et les mettre en application pour produire des meubles de qualité. Quels sont les axes dominants ou les axes qui ne sont pas dominants? Je ne pense pas qu'il y ait des axes qui soient dominants ou qui ne sont pas dominants, parce que nous avons les principes d'une industrie où toutes les fonctions sont importantes dans l'industrie. Toutes les fonctions étant importantes, on ne peut pas dire que celle-là est moins, à une certaine mesure, elle est utile. Et s'il faut partir en termes de. Nous allons dire qu'ici, c'est l'axe processus d'implantation qui brille, parce que s'il n'y a pas de processus d'implantation, pour déterminer où est-ce qu'on va implanter cette industrie, pour déterminer quels sont les préalables de l'implantation de cette industrie, comment on va procéder, même les produits que vous allez voir un peu plus loin les processus d'industrialisation. Si vous regardez la fléchette qui descend, nous sommes après la cartographie, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie au marché local et le marché international. C'est-à-dire que nous n'avons pas misé seulement sur l'exportation. Il y a d'abord le marché local et le marché international. Parce que toute une production, on ne peut pas prétendre, l'industrie ne peut pas se contenter de produits sans commercialiser, sans écouler sa marchandise. D'où pour nous, les axes, si on peut prendre à titre individuel, nous avons dit, il y a d'abord les processus d'implantation. Comment nous allons les planter? Et ensuite, nous prenons les derniers, qui est les possibilités d'insertion. Comment nous avons étudié les et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons intégrer tout. Et maintenant, nous avons ciblé des tâches pour chapeau que j'ai réussi essentiellement le processus qui nous a guidés dans ce sens-là. Et nous sommes arrivés encore pour aller enrichir le travail à travers la zone Kilmaribo. Et là aussi, il faudrait que nous attendions, parce qu'il y a des problèmes qui se posent. Parce que notre attendement, quand on dit les décisions de l'industrie, ce n'est pas l'attendement des autres. Et quand il parle de transformation, il peut que se contenter de prendre les grilles et en faire des duplex. Il estime qu'il y a une transformation. Or, ici, nous parlons de la filière et de l'industrie, c'est-à-dire le meuble intérieur de la maison. Et ce meuble intérieur, sa transformation exige un maximum de minutes. C'est ainsi que nous nous retrouvons avec des problèmes. Il y a des problèmes, vous avez un chantier, vous avez un artisan pour aller prendre, pour fabriquer des portes, des consorts,
Il arrive, il a aidé, il donne des dimensions, mais quand il ramène les portes, il faut casser. Mais pourquoi on doit passer là où on a plus d'énergie? C'est simplement parce qu'il n'a pas la formation église. Avec cette expérience ici, nous avons pensé, c'est pas à implanter, mais à comment former cet artisan-là pour qu'il devienne efficace. Parce que même si on veut des moyens, les crédits, on fait des millionnaires, il n'en fera pas parce qu'il n'a pas de. Nous avons les chiffres. Les chiffres sont, quand vous entrez, vous allez voir, nous avons dit, en tout et pour tout, importation et exportation réunies. Et là, ce sont les chiffres de la DTGA. En tout et pour tout, nous avons à peine 9 millions. Importation et exportation de produits, de meubles, tout ça donne. Or, les 9 millions là, ça fait construire les chiffres d'un seul producteur. Mais c'est ainsi que nous avons demandé qu'est-ce que nous préconisons. C'est ainsi que nous sommes arrivés. En faisant les simulations et autres perspectives, nous pouvons arriver à travers cette industrie, pouvoir arriver à mobiliser des milliards, des dizaines de milliards de dollars. Je suis satisfait. Je crois qu'à travers les petites questions, ça permet au doctorant de mieux expliciter un peu sa pensée. Voilà. Je vais accorder la parole à M. le professeur et ensuite le professeur. Je me limiterai à faire suivre les réunions qui sont des et quels sont les efforts que la réforme Zozo a pu faire pour que nous puissions avoir ce travail. Le but de cette thèse, c'est d'avoir présenté un schéma directeur. C'est la personne il a présenté un schéma directeur qui fait que si les pays peuvent mettre cela en marche, nous pouvons nous retrouver un jour avec une industrie de bois qui va jusqu'à l'industrie. Ça, c'est le ministère. Un tel travail vaut la peine d'être soutenu. Un tel effort vaut la peine d'être encouragé. À César, l'indépendance peut-être encouragée pour avoir mis en place le schéma directeur. Et d'ailleurs, ce schéma directeur devient intéressant parce que tout se termine avec l'instauration pour la première fois dans le pays de la journée de bois ou de l'essai. Pour tous les féministes du Congo pourraient se retrouver dans ce cadre de manière rotative en allant dans les 5 régions telles qu'il les a compris ici pour présenter les œuvres qui seront produites pendant tout ce temps. Donc, à considérer ce travail dans ce sens-là, ce travail que parce que jamais ce pays n'a déjà célébré la journée des ministères. C'est quelque chose que nous pouvons arriver à inscrire dans un acte d'or de notre université et de notre pays. Il y a eu un penseur qui est passé par là et il a en lettre d'or posé pour la première fois cette grande journée qui serait la journée des ministères. Nous allons mettre en valeur nos églises, nous allons mettre en valeur nos artistes. Mais effectivement, comme tout œuvre humaine, c'est travail de vie. Nous avons essayé de rencontrer la religion et nous avons dédié. Nous sommes dans le domaine industriel. En fait, l'artisanat est l'ancêtre de l'industrie. Et l'industrialisation nous fait appeler du plus grand principe d'intention séculaire qui était en 2014, qui pour la première fois va encourager l'importance qu'il y avait d'installer une grande législation alors que tous les pays du monde, ou les pays occidentaux, étaient plus dominés par le pensée mercantiliste, c'est-à-dire l'accumulation des métaux précieux pour l'accumulation, sans pour faire comprendre une balance commerciale qui serait positive. Et pour nous mettre là, puisque la France n'a pas ce métaux précieux et nous n'avons pas des flottes marchands assez développés, nous pouvons développer l'industrialisation pour compenser la faiblesse et avoir attiré alors vers notre pays tout ce qui a comme capitaux développés à l'échelle. Alors, parler de l'industrie,
C'est parler de préalable. Nous ne pouvons pas faire des discussions sans préalable. C'est là où on est après de sortir les limites de son travail. Quels sont les préalables? Le préalable pour l'industrialisation, il y a le capital qu'il faut déterminer. Il ne faut pas qu'il soit trop exorbitant, sinon ça va être un gaspillage de ressources. Il ne faut pas non plus qu'il soit assez moindre, parce que vous serez débattu des commandes chuteuses qui proviendraient de certaines compagnies ou de certains pays. Mais il faudrait aussi penser aux voies de communication. Parce que produire l'industrie, c'est produire masse, grâce à la masse. Produire l'industrie, c'est produire masse grâce à la masse. La production est massifiée. Les autres qui produisent sont en masse et les prix utilisés sont en masse. C'est-à-dire que si vous voulez mobiliser l'industrialisation des chez nous, il faut penser à la masse en termes de matières premières, en termes d'intrants et en termes d'explants, ils vont y sortir. Mais produire l'industrie, c'est penser aussi à ce qu'on appelle le marché. Et quand on dit marché, on va les vendre. Les demandes potentielles et les demandes qui est déjà confirmée par le champ. Mais si nous revenons au niveau de voies de communication, quel est l'état de nos voies de communication pour faciliter l'implantation d'une industrie de l'industrie? Mais il y a aussi des sources d'énergie. On ne peut pas produire l'industrie sans source d'énergie. Ça, c'est un élément important. Ce sont des éléments que cette étude n'a pas abordés avec pertinence. Alors, cette étude devait aborder avec pertinence les sources d'énergie. Pour dire, avec tout ce que nous connaissons comme difficulté, d'ailleurs, je pense que nous étions, j'ai vu la stabilité, d'ailleurs, lorsqu'on donné, je me disais, qu'est-ce qui se passe si on n'avait pas, et la salle n'était pas totalement énergisée. Ça montre les difficultés que nous avons à avoir la lumière en permanence partout. Et qui serait pour un dynamisme dans un quartier ou peut-être c'est pour ça l'amendement, je ne sais pas comment on a récupéré là où les 5 dollars sont versés au bilan à considérer cette donc je pense que si vous avez ces problèmes, montre une limite à cette étude, parce que nous-mêmes n'avons pas eu le temps de maîtriser ces paramètres et ça a posé aussi assez de difficultés dans ces égards. Mais il y a aussi autre chose, c'est la main-d'œuvre. Il y en a plusieurs. Il faut avoir une main-d'œuvre qualifiée. Mais pour que la main-d'œuvre soit qualifiée, il faut qu'elle soit formée. Sinon, c'est le problème du pose, il a résolu en proposant l'installation des institutions supérieures. Mais là, nous sommes dans un cercle vicieux. Vous avez installé des institutions supérieures. Les enseignants de nous, pas de terrain, nous n'en avons pas. Là, la question c'est serrée, c'est la limite des études. Il fallait penser ici, les enseignants viendraient de pays qui ont déjà maîtrisé c'est chez moi qui réussit pratiquement tout ce qu'il peut y avoir comme handicap, comme difficulté. Et là, nous réunissons parce que le professeur m'a posé la question qu'est-ce que nous puissions dans ce travail? Effectivement, c'est le fait de recevoir les préalables. C'est que nous appelons des indicateurs observables et vérifiables, les ISOP. Ils sont très importants pour les plantations industrielles. Et implanter l'industrie, c'est avoir tous ces bureaux méthodes, études, ainsi de suite, planning, ordonnancement, atelier, parce que le travail de l'industrialisation, c'est fait dans l'atelier. Donc, ce schéma a le mérite de concilier en fin de compte les préalables à l'industrialisation, les matières qu'il faut avoir en place et comment faire ce travail. Et il a terminé avec un schéma où nous avions des ateliers, ainsi de suite. Voilà d'une manière avancée, Monsieur le Président, pour ne pas monopoliser la parole. Nous pensons, dans la mesure du possible, avoir rencontré vos interrogations et avoir assouvi la soif de notre audience qui aurait préféré entendre plus dans les domaines de l'industrialisation. Merci, Monsieur le Président du de prime abord, il me revient de... Après la délibération, le secrétaire de la recherche sera l'expression
de l'institut aux autorités académiques de l'UPEN, liées au comité de gestion, pour avoir accepté ma participation dans la dissertation doctorale de M. Makonga. Mes remerciements s'adressent également au professeur ordinaire Koumoundaza pour avoir voulu accepter mon accompagnement, mieux ma modeste contribution à l'élaboration de la thèse de M. Makonga. Que les membres du jury de cette thèse trouvent ici l'assurance de ma parfaite collaboration concernant la thèse de M. Makonga, les travaux jusque-là. Vous avez pu vous rendre compte que, comme disait Boileau, c'est que l'on conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots qui vivent arrivent aisément. Telle est la quintessence et la démonstration de la soutenance de la thèse de M. Makonga, tant sur la forme que le fond. Il y a le même de son contenu et de son contenant. Nous avons remarqué l'expression passive, l'enchaînement logique, et certains membres du jury ont même avoué que cette thèse valait la peine d'être soutenue et M. Makonga vaut la peine d'être encouragé dans ce travail. Pour aller droit au but, je essayais de comprendre les différentes interventions. À présent, nous allons des questions de la journée de pouvoir. A essayé de répondre dans une certaine mesure. Le professeur Soumata, je vous informe que j'ai été son assistant à l'ISP Gomé, son premier assistant. On a travaillé ensemble. Nous se retrouve comme collègues. Voilà. C'est ça. Il savait déjà ça. C'est un demi-minute. Alors, je dois vous dire que voici ma seule question. Beaucoup d'éléments que les profs Soumata a soulevés, ce sont ces remarques. Ça, il parle de ici, c'est-à-dire industrie par substitution aux exportations. Là, ça vise déjà le marché interne. Et je sais que, comme vous l'avez dit, les séries peuvent toujours intervenir parce qu'on ne vit pas en base de l'eau. C'est le secteur qui va renforcer ça avec une industrialisation par substitution aux exportations. Donc, voilà que vous l'avez rencontré parce que tout ça, il avait dit ça. Et je suis content parce que vous n'êtes pas perdu. Le pauvre devrait revenir sur la partie employée. Je vous l'avais dit. Vous l'avez dit? Le pauvre Soumata, c'était maté. Il ne pas cette partie. Mais je vous avais dit d'insister là-dessus. Il vous posera cette question. Le résultat de ce modèle, l'interprétation. Merci, lui-même a dit qu'il n'y a pas de réponse. Heureusement que j'avais insisté. Sinon, vous alliez être oui, vous ne pouvez. Merci beaucoup. Pour ce qui est de la formalisation des formels, je crois que déjà le professeur Mongo Koké, ministre de l'économie,
il a initié tel travail. Et on est déjà en train d'enregistrer les opérateurs pour tenter de les insérer dans l'économie formelle. Donc ça, ce sont les éléments d'actualité. Donc, comme vous avez dit, c'est difficile de séparer les formels et les formels. Dualisme économique et légal, c'est un idéal. Nous tendons vers là. Et je crois que ça va aller de soi. On peut évoluer, j'ai parlé de l'école, mais il faut pas parler de la cohésion. Parce qu'à temps de demander la situation, vous devez le voir, n'est-ce pas, à perspective. Qu'est-ce qu'on peut avoir, n'est-ce pas, d'ici 30 ans? Un modèle de prévision doit se renforcer. Je sais qu'il y a des articles qui vont, n'est-ce pas, sortir de cette scientifique parce que la recherche est continue, les recherches sont continues. Nous pouvons voir le bon Mavis, comme c'est l'habitude, il est souvent tendance macroéconomique. Mais cette fois-ci, il a voulu peut-être rester un peu dans le niveau. Vous avez quand même à répondre à ces questions. Le professeur Kaoussou, qui fait office du promoteur, aujourd'hui, il a un peu gardé ses griffes. Parce qu'il a changé un peu ses casquettes. Quand il était dans sa posture, n'est-ce pas, nous en avons eu pour l'autre époque. Heureusement pour nous, aujourd'hui, il est le père protecteur, mais il faut faire des attentions côté limite, parce que les conseils qui donnent à commencer avec les limites du modèle, il faut enchaîner, mais en fournissant les détails le plus plausible de ces limites-là. Vous en avez aussi parlé. Mais ce sont des choses que vous allez renforcer. Alors, pour ne pas abuser du temps, moi, le professeur est là, je n'ai pas de questions à poser. Nous en avons eu assez. Nous en avons souffert en subissant. Laissez-moi aujourd'hui un peu me reposer. Je n'ai pas de questions à vous poser, si ce n'est que vous dire félicitations. Merci. Merci, monsieur le professeur. Avec l'autorisation de l'autorité, nous allons prendre une seule question dans le public et vous serez pour avoir qualité. Donc, ceux qui ont moins les grades de docteur. Je suis le professeur Nico Mamac, chef de section sciences commerciales et traitement informatique et gestion des entreprises ISP Communes. Nous produisons les universités de la politique nationale. Une préoccupation, je pense qu'il ne peut pas revenir à ces modèles, parce que c'est un thème actuel, et à travers ça, j'ai aussi exprimé. Je pense qu'il y a tellement de couverture en termes de ça, ça pourra nous aider à écrire des entreprises scientifiques. Une petite question sur le rapport, vous prenez justement les structures, les diapos justement les structures. Je suis là par la maternité des mathématiciens appliqués. Je ne suis pas vraiment économiste, mais je suis devant une représentation sagittale en termes de la théorie grave. Je vois, je pense que s'il faut parler en termes d'art, il faut arrêter. Mais si je fais la logique de proposition, je peux parler en termes de proposition implicative pour encore des éléments. En considérant magasin, atelier, machine, schéma, comme les questions, pourquoi je parle d'abord des implications et l'autre de la équivalence. Comme économiste par rapport à ces modèles, je peux m'expliquer et avoir des questions là-dessus. Merci. Bon, je commence par remercier les chefs de section pour sa question. Alors, si nous parlons, nous regardons d'abord, nous sommes là à la direction générale. Le deuxième palier, il y a direction production.
Et vous allez voir au-dessus, on suppose que la direction générale contrôle aussi bien la direction de production et d'autres directions. C'est pourquoi j'ai dit ici, le deuxième palier, on a laissé les lignes. Donc on peut avoir par exemple la direction des finances, comme on peut avoir la direction des ressources humaines. Alors quand nous descendons, ici, il n'y a que la direction de production qui est en synergie ou qui peut avoir une incidence des autres abonnés au bureau de financement, au bureau des études, bureau des taux et consorts. Alors quand nous descendons au niveau de la télé, parce que c'est là où vous êtes, les 4 flèches que vous voyez, je pense que nous avons estimé les 4 flèches là, la matière première qui viendrait. Imaginez qu'il y a ça, Équateur, Van, nous regardons la voie. Les 4 flèches, il y a 4 voies. Ça peut venir soit par voie aérienne, une flèche. Ça peut venir par voie maritime, 2 flèches. Par voie routière, 3e flèche. Et 4e flèche par voie ferroviaire. D'où les 4 flèches. Ce n'est pas par hasard pour le Nicaragua. Donc ça s'explique dans les détails, c'est bien écrit. Alors quand vous voyez par exemple, d'un côté il y a des flèches à sens unique, et l'autre il y a tous les sens. On peut avoir une interaction. C'est-à-dire quoi? Par exemple, quand nous sommes au bureau administratif, les responsables du bureau administratif peuvent aller directement, parce qu'ils contrôlent, il peut interagir directement avec la machine. Vous allez voir les flèches, quand il y en a à bout de sens, c'est-à-dire qu'il y a interaction entre la structure, par exemple la machine, là c'est la machine combinée, oui, qui on traite, il peut aller là-bas. Par contre, il y a des flèches là où il n'y a pas de sens retour. Un brillant exposé qui lui a valu le grade de docteur en sciences de gestion avec la mention grande distinction. Procès verbal de proclamation des résultats de la soutenance publique de la thèse de doctorat. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'école doctorale en économie appliquée, orientation en gestion financière, a examiné la thèse présentée par le candidat en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Makonga Baena Kezozo, a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Exception de l'ordonnance de loi numéro 85/12 du 29 mars 1985, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques étant rigoureusement respectée, nous invitons Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, ici représentée par Monsieur le secrétaire général à la recherche, à bien vouloir conférer le grade de docteur en économie appliquée, orientation gestion financière au candidat précédent. Nous, professeurs ordinaires, Fipon Ibébé qui vous vont là, rectrice de l'Université pédagogique nationale, puis le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens, la dernière épreuve, en vue de l'obtention du grade de docteur en économie appliquée, orientation gestion financière de M. Makonga Baena Kezozo. Attendu que toutes les prescriptions soient numéro 87 du tel que modifié à ce jour, relatif à la collation des classes académiques ont été respectées, conférant au candidat précité les grades de docteur en économie appliquée, orientation gestion financière. Ces candidats à la mission de tous les trois attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance de loi précitée. Faite à Kinshasa, le 10 juillet 2025. Ceci après évaluation du travail et la délibération du jury à huis clos. Après son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN, le nouveau docteur a précisé ce qui suit. Mais ces meubles-là ne sont pas les meubles de qualité. Pourquoi? Parce que ce sont les meubles qui sont conçus à base de déchets et autres copeaux de bois, pour la plupart. C'est ainsi que nous nous sommes résolus de concevoir un modèle qui va permettre que nous puissions avoir localement une industrie, selon les modèles que je viens de proposer, laquelle industrie permettra de produire les meubles compétitifs qui rencontreront les préférences
des consommateurs et cela réduira les importations de meubles et par ricochet, ça va résorber la fuite des capitaux. Et ça va créer les emplois à l'interne et surtout ça va stabiliser notre économie, pour ne pas dire ça va la renflouer. Nous devons d'abord former ceux qui sont déjà dans l'activité. Nous devons envisager de créer des institutions supérieures. La menuiserie doit être un métier de choix.